verser mon verbe sur le feu des mensonges. J'ai soudé ma parole à ma plume pour demeurer dans la mémoire d'or de notre peuple, la seule fortune que je cherche, la seule médaille d'or qui m'intéresse. Des politiques, je n'avais chanté que Cheikh Anta, qui a révélé la vérité et réveillé notre vitalité. Et pour éviter l'imparfait, inévitable, je te chante au présent. J'ai pris de rompre les silences, de porter haut tes éloges, que les Sénégalais ordinaires fredonnent dans les harmonies de leurs murmures le long des boulevards, sortis de tes rêves et qui n'ont pas accouché d'éléphants blancs. Je te chante ici, sans phare, sans tournure, sans calcul, pour ton intelligence que célébra Sédar, pour ta détermination plus que bidécennale, pour ton élégance politique, ton nationalisme panafricain, qui fleurit dans un destin pour le continent, pour tes sénégalités distinguées, ta générosité t'en démontrée. Coloré et yermende, faïda et worma, tabé et talibé, suffiraient pour décorer désormais le pan de la grande histoire où s'écrit ton nom, où se dira ta saga, quand les poussières se tasseront, quand les cœurs expurgeront les gangs de haine, de rancure et de rancœur, qui feront place aux sarabandes de remords, de regrets, quand les yeux seront ouverts pour réécouter l'Afrique que tu as chantée, alors qu'ils s'entendent pour nous diviser, alors que nous devons tout faire pour nous entendre et nous rassembler. Quand ils comprendront ce que tu avais compris, que tant que les bourses et les subventions, les idées et les aides viendront du Nord, tant que nous n'apprendrons pas à lire les synopsis et les mises en scène qui nous divisent, que nous acceptons les dévolutions tolérées, les révolutions sabotées. Tant que des médias, comme disait Malcolm X, nous ferons détester ceux qui nous aiment et nous ferons aimer ceux qui nous oppriment. Il y aura toujours des hommes de paille, des hypocrites bannis par ta religion, des opportunistes multicolores qui parlent toujours les langues du dégoût. Nous ne voulons pas de démocraties affamées. Nous ne voulons pas de gouverneurs pour gérer notre pauvreté. Nous voulons des grands pour la faire disparaître. Tu avais compris, je l'ai compris. C'est pourquoi tu disais préférer la disponibilité de ta jeunesse aux milliards de l'étranger. Et tu disais travailler, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Le griot, on est le commandeur, mais couvre-donneur le commandeur. Je ne te chante pas une chanson de griot, car elle commencerait alors par la litanie de tes origines. Yirim Wade Ndiak, Daro Wade Ndiak. Cette chanson-ci est celle d'un militant, un incorruptible de notre dignité commune, qui te chante maître. Pourtant, serviteur, mon serviteur par ailleurs, une chanson que personne n'ose me commander, que ma détermination à te rendre hommage pour tous ceux qui ont compris et te disent merci. Tu nous as basculé dans les lumières du millénaire, quand entre autres, cartes et passeports tu as numérisé. Quand les plus grands en cela nous avons rattrapé, notre pays tu as modernisé. Serigne Abdou Aziz en a témoigné. Je te chante pour tes phrases qui mobilisent, qui enracinent et ouvrent les portes de lumière. Car tu disais, je n'ai pas oublié, je ne marcherai pas sur des cadavres pour aller au palais. Et cela a accouché d'une alternance pacifique qui a entamé le rêve de Senghor qui disait, en 2000, Dakar sera comme Paris. Et tu disais, une bonne route, une bonne fois pour toutes. Tu as bâti et construit des références. Aucune chasse aux sorcières tu n'as faite, alors que la prison de Rebeuss était ta maison de vacances. Je te chante pour tout cela. Dans la langue que le Walo et le Gandiol ont versé dans la marmite de ton Kajoor natal, pays des éruditions, des bravoures et de ton courage. Je regrette certes le 23 juin, qui ne peut effacer l'océan de tes bienfaits, car, comme dit le politologue que tu connais bien, il arrive que les génies soient trompés et commettent des erreurs géniales, puisqu'ils ne sont que des hommes. Mais tu es un grand. Je te dis et j'écris ici la première page de l'épopée, qui sera ta légende désormais. Dégloul. Bismillah.
dama bëgg nag pour sama mbokk sénégalais yi ndax ñi may waxal weesu nañu salle bi merci beaucoup ñi may waxal weesu nañu salle bi ngeen may ma def ko en wolof da ngeen may ma def ko en wolof s'il vous plaît Lamine ngeen may ma def ko en wolof ndax li ma bëgg a wax dama bëgg mu weesu salle bi weesu ñu dégg nasaraan dama ne ko maître nawetu ren ji mbënd mi ni faax fii xale bu ñuy wooyee Famara laa toogal Jóob la sant dëkk Tiwaawoon jag saaw ca daara ju kawe la jànge fële mu di wax ci yow lu yéeme ca laa xamee ni bu amaan yaari ndaw yu la daa baw ay junni ndeke ñoo la daa bëggee ca laa xamee ni jot na yëkkati sama baat génne lépp lu baax li ma xam ci yow ndax fokk réew mi woy la tey mbaa ëllëg bëgguma kenn jiituma ci tey jii bi nga jafee woy ma woyal ñi woyoon denc ko ak ñi la bëgg a woy te mënuñu ko ñi la bëgg a woy te ragal bu doyul ma dolli ba xar bokk nga ci ñi ko jar lu ma ci góobe gar ku ne la nga nàmp ngay gall maam ñoom du ma toj seeni këll fa nuy jànge wax ak woy laa juddoo wax ju baax nag moo ma tax a wax moo ma tax di jëf ni Baay Faal bu nu sas ba ma déggee as ngone di la yekk lu mel ni xamee ca laa ne saay-saay takkati na ngembam seytaane génnati na xaalis ak daraja ngi bëgg a tas réew mi lépp lu ñaaw ñuy wax di bind di woy ba yóbbaale ci sax ndaw yu dëggu ak yaaram jiñ lan la lu ne dëkkal nañ la fu ne nga ni tekk ni ko xam lu ne dégguma la nga xas kenn dégguma la nga saaga gisuma la ngay fayantoo ana foo jànge ba nga déggee ngànnaay yi nu denc média yi di tàngal di xëble ak a xoxatal ba ma gisee sëb yi ci mbedd yi di boy ca laa tiitale réew mi ndax kontar moo di dooleel démocratie te réew mu am fal ak folli am nga ko waaye politique du ay saaga ku ji jarul ngay weer sa ndeyu doomu bàyyi réew mi ñu toggoon nag giif na ñépp a ngi ànd ak sago seen sago moo tax ma jóg tey woy la waruma sax sama jaam nga maa ngi ñaan googee dal la rogalaat ba ñépp naa albarka Mangaañ Wàdd moo jur Mor Toola jokkali Mangaañ la dëkk fa Gànjool Mor Toola moo jàngal Tajoor Baay Sëriñ Lay jarbaat la ci Sëriñ Masamba Jóob Saam moo ne nijaay ja ki may jàngal Tajoor ku man la nijaay ja wax ko Sëriñ Bamba mu ne ko du mooy ci cër du mooy ci làmmiñ ki may ñaanal du tàggu ak njàpp bàyyi Moodu Masamba ko yóbbu ci sëriñ bu mag bi mu di ko ñaanal mu di ko ñawal yëreem yu tedd ya ku bëgg a xam lu wér da ngay laaj ña fekke Mor Toola bàtti na ko yóbbu Fulaadu fa la jële soxna Ayda Daabo ak rakam ji Aminata ma ñu jox maam Cheikh Alioune Seck moom nguraan seen càmmiñ la di góor ñu Abdou Karim Fall ba lii moo tax ñu doon la taggee Wàdd Kaasa rëy bët rafet xalaat nga indaale réew mépp tali nga ko tabax ko yi nga fi bàyyi la ñuy inauguré fu sa xel dem tey am na woto bu fay dem kenn xàmmeetul Ndakaaru ku fi gëj fokk nga réer foo dugg ci réew mi waaru li nga fi def semmal na wax ji ana ku gën ki di gindi di indi loo fi fekkoon ful nga ko koo fi fekk taral nga ko dëj nga Senghor xaaroo ku mu mas a bokkal bis ba nga faloo nga ne Abdou Diouf demal ma Égypte waxal fa réew mi nga daal di dem lugaloo sargal maam Kumba dem waajuram mu ñaanal la li kenn du ko fi fàtte yemale ngeen ni ñëpp ñi ñu bëggoon a wéy dina tuutal fàtte nañu xaat ni nga fi génnee journaliste ba doon suxlu ak ambassadeur yi la doon tëkku génne nga fi ay larme kenn du ko fàtte fajal nga nu ay toroxal yaa am fulla yaa am fayda xam nga ni dëkk bii am ngor ak gore nga dëkk xamoon nga ni bis du ñàkk nu woy la opposition ñaar fukki at ak juróom-benn mosoo xaddi def nga fi lu kenn mënula weddi du ma fi nekk di lim lu mel ni Médina nag fépp waay dem gis fa la mu lu mel ni jant bi li fi bëgg a defar mu ëpp foofu li fi defar toj ngir defar jële na naa lépp li nga yokk ci peyor yi amul dongo mbaa liggéeykat bu ko mën a weddi damaa defe ni ñi bëggoon nga dem xooluñu ci nasaraan jàpp ci bu baax a baax ñépp ko gis rab ay pexe ak i feem dawal fi lu ñuy daaneele buur yàq xel yi lëmbaaja xol yi picc mu tëb ñu dooleel la moo na marche yaa ko dëggal ku am lu la naqari takkal lu xonk génn wax ko bu kenn tojati
bu kenn taalati waaye gis nga ni mu mujjee waaye lépp sa ndam la gis naa mu kàllaf taal boppam ñu naan dañu koo xabtal gis naa ponkol mu gàddu xeer réew mu jaxasoo woon na waaye Sénégal ngand la ki koy sàmm du yow du ñoom jigéen yaa ko fi sargal parité yaa ko fi saxal defar nga fi ñu bari defal nga fi ku nekk lu nekk ana lu ca waay bay ca sa waar wa ñi nga xorom ñaata ci fay naar bi tey nag li ëpp ci ñi la daa xaxar ñoo fi nekk di per bu xar ak a sabar ña daa mbel-mbeli noppi nañu am nañu ruq ñoo ngi soos di mëq di mugg réew yi bëggul ñu développé ñoo ñuy suxlu ngir nu luppe fu nu gis ci Afrique ku nekk ci yoon wi ñu boom ko mbaa dooleel ña koy folli lii ñu bari yeewaguñ ci li tax ñu di ñu noot jóge gu fi de xam ngeen ko réew mi kenn gënu la koo xam ni mu bare ay yaaram ni la bare ay purux ni mu bare ay waane ni la bare ay cuune ni mu bare bari wax ni la bare paax ndoox ni la bare ñu judd ci gileem nam ci mbaam xam nga ci dara am na ñoo xam ne nag dinañu dem tribunalu histoire Sénégal ndax nekkewuñu fi lu dul wut ak lijjanti ndombay tànk réew mi weesu na namm say wolof am na sax ñu naan bu démb doon tey noo ngi lay jégalu di la ñaanal yàlla na nga xubbi daas ak noonu te ñi nàmp sa jikko ak sa yéene yàlla nañu fi sax di ni gàncax gu barkeel ba képp ku ñu daa gëlëmal gimmi mébét mi nga fi ba ak naal bi nga fi naal yàlla na ko si yéene yeggale bu sumb yeneen jeexale surtout mbañ wàdd yaa mën a bañ noo bañ ku la bañ jërë ngeen jëf merci de m'avoir écouté merci à mes amis de m'avoir donné l'opportunité de dire ici ce que j'ai gardé dans le cœur et ce que j'ai voulu dire et tout ce que j'ai rencontré depuis 2012 dans mon établissement scolaire, partout dans ce pays, dans les villages et partout où je vais, ils disent merci. Merci pour avoir montré qu'un homme peut rester debout. Wade. Merci beaucoup, M. Babacar Ndak Mbaye. Je vous rappelle qu'il a été mon professeur d'histoire et de géographie. Donc nous allons poursuivre les travaux. Nous allons remettre la parole à Mme Hawa Abdoulba pour vous lire le manifeste du Forum libéral et démocrate. Merci. Bonjour tout le monde. Le vendredi 6 février 2015 a été porté sur les fonds baptismaux le Forum dit des démocrates et libéraux. Le Forum des démocrates et libéraux n'est ni un mouvement de soutien créé en marge du parti, ni un courant de pensée initié à l'intérieur du parti pour marquer une éventuelle dissidence idéologique ou la singularité d'une démarche de rupture que rien au demeurant ne saurait justifier. Le Forum des démocrates et libéraux est un lieu de réflexion et d'action ouvert à tout citoyen, conscient et éclairé, susceptible d'être un adhérent éveillé d'un mouvement social porteur de progrès et cultivant les idéaux démocratiques de justice, de paix et de liberté. Le Forum des démocrates et libéraux est un espace également de progrès porté par des Sénégalais, militants actifs du parti et sympathisants, manifestant un engagement irrévocable et un attachement imprescriptible aux grands principes fondateurs de la démocratie et l'état de droit. Le Forum est ouvert à tous les démocrates qui croient à l'universalité des valeurs humaines de liberté et fermement résolus à les défendre en toutes circonstances. Le Forum est ouvert à tous ceux-là qui souscrivent avec nous au principe du libéralisme social, lequel place l'homme dans la plénitude de sa condition d'être fondamentalement libre au cœur de ses préoccupations essentielles. Nous voulons, dans le Forum, proclamer solennellement
notre engagement irréversible à ne jamais transiger sur les acquis démocratiques et les référentiels idéologiques tels que définis par notre leader emblématique, Maître Abdoulaye Wade. Nous voulons également déclarer, partout où cela sera nécessaire, la primauté du droit qui libère la force qui opprime. Dans le forum, nous voulons affirmer, afin que nulle part notre volonté inébranlable de défendre inlassablement toutes les libertés individuelles et collectives, si nécessaires au péril de nos vies. Nous voulons également montrer qu'il devrait être possible, entre démocrates sincères, de s'accorder sur un certain nombre de règles minimales, consensuelles, constitutives d'une éthique sociale et politique partagée. Nous voulons également, au sein du forum, cultiver avec tous les adhérents le sens de l'échange, le sens de l'ouverture à l'autre et l'art du dialogue fécondant. Nous voulons également réfléchir sereinement sur l'ensemble des valeurs qui structurent la nation sénégalaise aux fins d'identifier celles qui sont rédhibitoires à tout progrès social. Nous voulons également travailler inlassablement pour les retrouvailles de la grande famille libérale et favoriser l'approfondissement de la pensée libérale et sa mise en œuvre dans le cadre d'une politique de développement efficace, adaptée à nos réalités sociales. Enfin, nous voulons orienter résolument l'ensemble de nos actions et moyens vers la reconquête démocratique du pouvoir à partir d'un projet de société fondé sur une vision de solidarité agissante et de fraternité militante. C'est là tout le fondement de notre engagement militant et la raison de l'appel que nous lançons à tous nos concitoyens, d'ici et d'ailleurs, afin que nous puissions continuer à construire ensemble, dans une démocratie définitivement apaisée, un Sénégal socialement uni et économiquement prospère. Je vous remercie. Après qu'un nouveau régime est arrivé, le doute s'installe, la peur habite les Sénégalais, la vision devient floue. Sur ce, en tant que des militants patriotes, nous avons décidé aujourd'hui de convoquer cette assise pour réfléchir ensemble sur une problématique qui nous paraît importante. La radioscopie de la seconde alternance démocratique au Sénégal. Quelle perspective? Pour réfléchir sur ce sujet, nous avions voulu inviter d'éminentes personnalités, en l'occurrence M. Pathé Mbodj, écrivain, sociologue, Maître Amadou Kane, avocat à la Cour, M. Maïssa Babou, économiste, professeur à l'Université de Dakar, et M. Hassan Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il est coincé quelque part, mais il va sans cesse peut-être nous retrouver ici. Donc sans trop tarder, je vais laisser M. Pathé Mbodj introduire sa communication. Merci. Les panélistes ici présents, les éminents maîtres Kane que je connais bien, le professeur Babou. Mais je voudrais surtout saluer l'initiative que vous avez prise de réfléchir sur les juridictions spéciales et la démocratie moderne et le cas de la CREI. Parce que vous savez, je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette salle-là. Ils ont été très affectés, non seulement par la seconde alternance, en fait c'est la troisième, mais affectés aussi par les suites de cette alternance, par la mise en œuvre d'une loi qui a été, enfin, peut-être pas inventée, mais a été relancée pour régler certains problèmes. Donc là, on me demande de parler de les juridictions spéciales et la démocratie moderne, le cas de la CREI. La CREI est une invention d'une société en transition. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un changement, on a vu la première alternance, celle de 1981, avec la révolution de Palais, avec Diouf, et celle de 2012 avec Macky Sall.
Ce sont les lois 81-53 et 54 du 8 juillet 81 portant répression et création de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et c'est sorti dans le journal officiel numéro 48-46, numéro spécial du 24 juillet 1981. À l'étude, ce sont des lois parricides. Lorsque le vieux refuse de mourir pour céder la place aux jeunes. Et s'étudie comme le phénomène du complexe d'Oedipe de la part de successeurs mal assis, tant le prédécesseur est grand. Abdou Diouf contre le géant culturel Senghor, Macky Sall contre le dernier grand révolutionnaire sénégalais, Maître Abdoulaye Wade. Ces lois révèlent dans leur énoncé une société de règlement de compte basée sur la délation, la suspicion, la médisance, bref, une extraversion de nos valeurs de dignité, d'honneur et de mérite personnel. Retenu par l'insertion du délit d'enrichissement illicite dans l'article 163 bis du Code pénal et les articles 161 et 162 modifiés, la CREI se veut tout à la fois justicier, visant à isoler un individu de la société appelé à la solidarité par la délation. La CREI dans la société sénégalaise se présente donc comme l'œuvre de président mal élu dans un contexte d'un pays pauvre et qui trouve un pis-aller dans l'épouvantail qu'est la lutte contre les biens supposés mal acquis, que l'un crée, Abdou Diouf, que l'autre agite comme élément de légitimation sociale, exactement comme il y a 30 ans. Le successeur de Senghor est venu avec l'article 35, l'autre avec 26%, en fait 15%, qui lui permettent d'accéder au second tour et qui explique la mise en branle de la loi par une volonté populaire de faire rendre compte, reddition. Diouf et Sall ont ainsi agité le mythe de l'argent qui agite toujours dans l'inconscient des gens modestes, rêvant d'un avenir meilleur qu'ils n'espèrent pas en politique. Le Sénégal de la CREI. Abdou Diouf arrive au pouvoir en 1981 avec le cadeau empoisonné de Senghor. C'est ça la première alternance. Une révolution de palais sans coup férir ne pouvait qu'isoler le bénéficiaire de la société. Mais Senghor, outré et menacé par un démocratisme d'État, lui pourtant grand révolutionnaire, préfère partir après les différentes secousses politiques de mai 68 et le vent subséquent des libertés des années 70. Abdou Diouf s'installe sous la férule de l'article 35 de la Constitution qui en avait fait le dauphin, loi 76-27 du 6 avril 1976. Abdou Diouf vit au milieu d'une société criblée de dettes et appauvrie par la détérioration des termes de l'échange de 1965, avec un Sénégal ne vendant plus son arachide à un taux préférentiel déterminé par la France en solidarité avec la République naissante. Il s'y ajoute la grande sécheresse de 1974 et les plans d'ajustement du FMI et de la Banque mondiale. Le président de la République en subira les contre-coups 20 ans après son arrivée au pouvoir, au moment d'une embellie qui avait appauvri la société sénégalaise, aussi mal lotie que durant les années 60, toutes choses étant égales par ailleurs. Macky Sall accède au pouvoir en 2012, pour faire vite, et fusionne son programme de conquête, le Yoonu Yokkouté, au divers plans sous Maître Wade, visant une stratégie de la croissance accélérée, la réduction stratégique de la pauvreté et le Sénégal de 2035 de la haute administration sénégalaise qui s'était penchée sur l'état de la situation socio-économique. Lui-même maoïsant, nourri à la sève marxiste-léniniste, son métabolisme réagit à retardement à la même heuristique que les théoriciens de la pauvreté de la période de la veille des indépendances africaines. Sa rupture épistémologique ne diffère guère de la perspective de la théorie de la convergence, cherchant une rupture qui serait en fait la liquidation des contraintes internes liées à la tradition établie et qui retardent le développement. Malheureusement, son copier-coller d'une conceptualisation sans contextualisation, par exemple la croissance mutuelle, la CMU, elle est de Martine Aubry, qu'il avait inventé en France en 2012. Le Sénégal émergent de l'ère du temps qu'il partage avec le Gabon et la Côte d'Ivoire, le phénomène de l'État-providence avec les bourses providentielles, obscurcit le ciel de ses activités à la tête du Sénégal. Sur le plan social, la recherche d'une légitimation entraîne la poursuite d'une chimère, un exutoire social à toutes les misères des populations sénégalaises pendant les 20 ans de règne de Diouf,
est arrivé, lui, la période de Maître Abdoulaye Wade, arrivé, lui, dans un moment d'éclaircie dans la grisaille économique internationale. L'argent apparemment facile fait rêver ainsi et devient l'opium d'une société en tension de trésorerie qui a donné Gorgorlou, le prototype du citoyen à la recherche éternelle de la dépense quotidienne en but à une survie honorable. Le référentiel dioufiste, le million, est largement dépassé sous Maître Wade quand l'unité devient le milliard. La solution, comme avec Abdou Diouf, c'est la réactivation et la mise en branle de la Cour de répression des enrichissements illicites. Elle ne donne cependant pas les gros poissons escomptés. 4 condamnations sous Abdou Diouf, la presse parlera de lampiste. Karim Wade sous Macky Sall, quand la loi est brandie comme une épée de Damoclès sur la tête des populations pour permettre au président nouveau d'élargir son assise populaire. Les négociations secrètes et la transhumance sont en effet une porte de sortie pour certains. Que faire alors? La réactivation de la CREI sous le magistère du président Macky Sall n'a pas tenu compte de l'évolution de la société sénégalaise. Toute loi étant une loi de circonstance, la densité morale entre 1981 et 2013 a permis de voir l'intolérance de la société qui n'accepte plus une accusation sans preuve préalable. Les errements notés dans les péripéties d'inculpation et durant le procès ont démontré les faiblesses d'une loi qui ne s'est pas améliorée avec l'âge. C'est la principale faiblesse de la Cour de 2015. La Cour suprême, instance de dernier recours, devrait aider à corriger ce qui est son rôle. Elle pourrait vérifier le délai temporel entre la période de Diouf et celle du président Macky Sall et aider à comprendre si les symboles, c'est-à-dire si les valeurs sociales, sont restées les mêmes depuis. L'évolution sociale qui s'est vérifiée entre-temps n'est pas intolérance, comme on pourrait le penser de prime abord. Certes, avec Maître Abdoulaye Wade, la densité morale des populations sénégalaises s'est vérifiée entre 1990, c'est-à-dire entre le moment, les périodes de braise, comme on disait, et 2000, qu'entre 1960 et 1980. Certes, elle ne permet plus une certaine forme d'accession au pouvoir. Ainsi, ce qui s'est vérifié et a été permis avec Abdou Diouf et l'article 35 n'a pas pu prospérer en 2011 avec le puissant mouvement populaire du 23 juin qui s'est opposé au même parallélisme de modification constitutionnelle aux fins de dauphinat réel ou supposé. Libéré de ses angoisses avec la seconde alternance de 2000, la seconde alternance c'est celle de 2000, avec la révolution de Palais de 1981, l'électeur sénégalais se montre plus intransigeant, donc plus rétif à l'exercice des libertés individuelles et collectives et à l'administration du droit en son nom. C'est ce qui fait que le procès, qui est tous dans nos mémoires, a connu quelques petits problèmes. Moi, j'y ai été du 11 septembre à la pause d'avril. Et véritablement, chaque fois que je sortais, j'étais écœuré par ce que je voyais. Au total, la tentative de parricide, qui est la loi sur la répression de l'enrichissement illicite, ne s'est pas vérifiée avec le pied de nez de l'histoire. Par exemple, Senghor ne quittera définitivement la scène qu'après le départ de Diouf, qui n'a pas eu le loisir d'organiser les obsèques de son prédécesseur. Par ailleurs, le procès de 2015 a plus desservi le droit qui n'aura aidé à maîtriser les arcanes juridiques du dossier de Karim Meïssa Wade. En ce sens, le pouvoir a raté la mise à mort envisagée. Fidèle à l'enseignement de Durkheim, la société reconnaît en effet que toute exception est une pathologie, un deuil de l'âme en souffrance. La règle, c'est le normal qui favorise la coexistence pacifique, la vie mutualisée, la complémentarité. Lévi-Strauss parlerait de nature et de culture en différenciant l'existence ou l'absence de loi. Dans tous les cas, derrière les barreaux ou dehors, la véritable prison, c'est la conscience. Il y a une prison cependant dont on ne peut jamais échapper, c'est la prison de la liberté. Je vous remercie. La parole à Maître Amadou Kane pour traiter le sujet reddition des comptes, modalités et critères d'équité. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs, à savoir le Forum des démocrates et des libéraux, qui est à l'initiative de cette conférence. Ma joie est d'autant plus grande
que je le disais tout à l'heure à Lamine, que nous vivons dans un pays où la réflexion de plus en plus semble être reléguée en arrière-plan. Peut-être que c'est la dictature de l'urgence, la dictature de l'alimentaire qui fait que les gens n'ont même plus le temps de réfléchir. Et c'est heureux donc qu'une structure rattachée à un parti politique organise une séance de réflexion sur des questions importantes qui interpellent tout le monde. Et je voudrais rappeler aussi que un parti politique, il ne sert pas seulement à concourir à l'expression des suffrages, comme le dit la Constitution. Mais parmi les missions d'un parti politique, il y a aussi la formation et l'éducation des militants. Et un exercice comme celui-là participe à la formation des militants et participe à l'animation de la cité. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être là, parce que c'est comme ça que je voudrais que nos partis politiques fonctionnent. Ce serait bien, par exemple, qu'il y ait une grande conférence sur la transhumance, puisqu'elle est à l'ordre du jour. Pourquoi pas? Une grande réflexion, c'est un problème national. Ça serait bien que plusieurs partis, même pourquoi pas, ensemble, organisent une conférence sur ce thème. C'est une idée que je lance comme ça au pif. Cela dit, maintenant, pour en revenir à notre sujet, la reddition des comptes, je voudrais simplement rappeler que ce qu'on appelle, certains appelleraient la seconde alternance, et que notre doyen Pathé appellerait la troisième alternance, donc celle qui est issue du 25 mars 2012, a déclaré faire de la reddition des comptes la pierre angulaire de sa politique. À cet égard, elle affirme, donc a fait le nouveau régime, il affirme avoir mis sur pied l'OFNAC pour les gouvernants actuels et avoir réactivé la CREI pour les anciens dirigeants. Mais je pense qu'il est venu le temps de s'interroger sur la notion même de reddition des comptes. Qu'est-ce qu'il faut entendre par reddition des comptes? Est-ce que cela signifie ce qu'on est en train de voir en ce moment? Convoquer des gens devant la CREI, convoquer les gens devant les tribunaux pénaux? Ou est-ce que il y a un autre contenu différent de celui-là? C'est pourquoi la première chose à laquelle j'invite tout le monde, c'est à réfléchir sur la notion même. Vous savez, on est tous d'accord là-dessus, l'exercice des responsabilités entraîne l'obligation de rendre compte. Quand une personne accepte une charge, on vous confie une charge, on vous fixe des objectifs, on vous donne des moyens, on vous donne un pouvoir d'agir, une obligation d'agir. Alors, la contrepartie, c'est que vous devez rendre compte et justifier de votre action. Rendre compte, c'est d'abord et avant tout comparer les résultats aux objectifs et justifier des moyens utilisés pour cela. Ce qui signifie donc qu'il y a un certain nombre de conditions, un certain nombre de prérequis pour une bonne reddition des comptes. Il faut d'abord, première condition, qu'il y ait des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on identifie des problèmes, qu'on identifie leur nature,
qu'on les hiérarchise, parce que les problèmes n'ont pas tous la même importance. Ça, c'est la première chose, c'est ça les politiques publiques. Quels sont les problèmes du pays? Quelle est la nature de ces problèmes, leur gravité? Et quelle est la hiérarchie? Ensuite, deuxièmement, il faut fixer des objectifs. Après avoir identifié les problèmes, il faut fixer des objectifs à atteindre. Il y a ce qu'on appelle des objectifs stratégiques, c'est-à-dire viser un horizon lointain. Aujourd'hui, on parle par exemple de Sénégal émergent, qui est un objectif stratégique, puisque le temps de réalisation irait jusqu'en 2035. Donc ça dépasse peut-être 3 ou 4 régimes, n'est-ce pas? Et il y a aussi ce qu'on appelle les objectifs opérationnels, donc qui, eux, se situent dans le cadre d'un exercice. La troisième condition, c'est qu'il faut un cadre légal. Il faut que l'action que le responsable doit exercer, il faut que cette action-là soit encadrée par la loi. Il faut qu'il y ait un cadre législatif, réglementaire, qui donc encadre son action. C'est dans ce cadre que vous avez le Code des marchés publics, vous avez des institutions comme l'ARMP. Donc, toutes ces institutions ont pour tâche d'encadrer l'action publique. Vous voulez réaliser un objectif. Vous êtes obligé, la loi vous dit, de tel montant à tel montant, vous devez lancer un appel d'offres. Il doit se passer comme ça, comme ça. Donc, si vous ne respectez pas ça, vous avez agi en dehors de la normalité. Donc, parmi les critères, les conditions de la reddition des comptes, il y a ça aussi. Et donc la reddition des comptes consiste, d'après ce que je viens de vous exposer, à comparer les objectifs aux résultats. Au départ, quels étaient les objectifs fixés? Et à l'arrivée, quels sont les résultats atteints? Deuxièmement, quelles sont les ressources consommées? Et quels étaient les budgets alloués? On fait aussi là aussi une comparaison. Troisièmement, est-ce que le responsable a été fidèle à la politique définie? Et est-ce que pendant la réalisation, il a respecté les normes d'exécution? Donc, la reddition des comptes consiste à évaluer l'action en termes d'efficacité. Est-ce que les résultats sont atteints? En termes d'économie, est-ce que les ressources ont été utilisées de la manière la plus optimale? Est-ce que les meilleurs prix ont été recherchés pour obtenir les meilleures ressources? Et enfin, à évaluer l'efficience. Est-ce qu'on a obtenu le maximum de biens et de services au moindre coût? Donc voilà un peu ce qu'on appelle la reddition des comptes, son contenu. Donc ça va au-delà d'attraire les gens devant les tribunaux. Et on viendra tout à l'heure sur cette question. À qui rend-on compte d'abord? On rend compte au peuple à l'occasion des élections.
Parce que quand vous allez aux élections, vous avez un programme, vous avez des propositions que vous soumettez aux populations. Et après avoir exercé pendant le terme constitutionnel ou légal votre mandat, vous revenez devant le peuple. Donc vous lui rendez compte. Je m'étais engagé à créer X centaines, X milliers d'emplois. Je m'étais engagé à faire ceci, à faire cela. Est-ce que le résultat est atteint? Les gens vont apprécier. Donc les électeurs, c'est d'abord le premier et le plus important juge de l'action des gouvernants. Ensuite, pendant l'exercice de votre mandat, mais le gouvernement rend compte au président de la République, puisque c'est le président qui est élu. Et les membres du gouvernement sont censés être ses collaborateurs, à qui il délègue les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution. Donc c'est à lui qu'on rend compte, parce que lui aussi, il répond de ce qui se fait devant le peuple. Ensuite, les ministres rendent compte au Premier ministre, qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale, qui est le premier des ministres, le primum inter pares. Et ensuite, il y a les directeurs des services centraux qui rendent compte, eux, aux ministres, aux différents ministres de tutelle. Donc vous voyez, il y a une certaine verticalité dans la reddition des comptes. Et enfin seulement, lorsque il y a des faits susceptibles de qualification pénale, on rend compte devant la justice. Donc voilà un peu le schéma. Maintenant, on a parlé de rendre compte, on a parlé de son contenu, on a parlé de à qui rendre compte. Mais qui met en œuvre la reddition des comptes? Qui est chargé de voir si vous avez respecté la normalité, si vous avez bien utilisé les ressources qui vous sont allouées, si vous avez atteint vos objectifs? Évidemment, ce sont les corps de contrôle. Ce sont les corps de contrôle d'abord. Et vous avez deux grands corps de contrôle. Vous avez d'abord l'IGE, l'Inspection Générale d'État. L'Inspection Générale d'État, je vais dire un peu quelques-unes de ses missions. L'Inspection Générale d'État, d'abord, vise un certain nombre d'axes d'intervention. D'abord, la prévention et la lutte contre le gaspillage, les abus, la fraude, la corruption. L'instauration d'une culture de reddition des comptes et d'imputabilité dans la gestion des affaires publiques. Je dis en vrac parce que je n'ai pas le temps de développer, ça va me prendre beaucoup de temps. Le bon fonctionnement et l'amélioration de la qualité des services publics, notamment à travers certaines interventions. L'impulsion, la supervision, la coordination du contrôle administratif et financier non juridictionnel à travers des audits, des vérifications, la conduite de la supervision de mission. Cela fait partie des objectifs qui sont assignés à l'Inspection Générale d'État. Vous avez aussi un autre grand corps de contrôle qui est la Cour des comptes. Mais attention, la Cour des comptes, en ce qui la concerne, contrôle les exercices budgétaires ou les exercices financiers qui sont clos. Donc c'est à la fin, à la clôture de l'exercice que la Cour des comptes a vocation à intervenir. Évidemment, ces organismes peuvent être mandatés aussi par le président de la République, puisque le président de la République est aussi quelque part celui qui exerce l'autorité morale sur ces grands corps. Par exemple, l'Inspection générale d'État dépend directement du président de la République. Et il fait partie de ceux qui peuvent missionner l'Inspection générale d'État.
Il y a le président de la République, il y a l'inspection elle-même qui peut avoir son propre plan, et il y a le vérificateur général, c'est-à-dire le patron de l'inspection générale d'État qui aussi peut commanditer des missions. Et tout à l'heure, je vous disais que dans la reddition des comptes, la justice n'était pas en fait le volet le plus important. Parce que ce qui est recherché, c'est l'efficience. Ce qui est recherché, c'est le résultat. Ce qui est recherché, c'est l'optimisation des ressources. C'est ça le rôle des différents contrôles qui sont exercés, et c'est à ça que doit tendre la reddition des comptes. La justice n'a vocation à intervenir que s'il y a des faits susceptibles de qualification pénale. Malheureusement, dans notre pays, on pense que la poursuite de ceux qui étaient en charge des responsabilités publiques, c'est cela la reddition des comptes. Certainement pas. Ce n'est qu'une fraction du contenu qu'on peut mettre dans la reddition des comptes. Et parlant de ces poursuites, je dirais que ces poursuites se doivent d'être équitables. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il faut d'abord qu'il n'y ait pas de discrimination dans les poursuites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un pays où tous les citoyens sont censés être égaux, dire que les poursuites, telle juridiction, c'est pour les sortants. La juridiction, elle est là pour tous les Sénégalais. Pour les sortants, les entrants, c'est pour tous les Sénégalais qui sont présumés avoir commis des actes susceptibles de qualification pénale. Donc, premier critère d'équité, c'est l'absence de discrimination indirecte. C'est-à-dire, on fait une institution, mais sa vocation, c'est de s'occuper de telle catégorie. Et même des fois, au sein même de cette catégorie, sa vocation, c'est de s'occuper de tel groupe de personnes ou de telle personne. Donc ça pose un problème. La deuxième chose aussi, pour que l'action judiciaire puisse être crédible et emporter donc la légitimité nécessaire, il faut le respect de la présomption d'innocence. Ce qui signifie essentiellement que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Ce n'est pas à l'accusé lui-même de prouver son innocence. Puisque en ce moment on va se poser la question, mais pourquoi on l'accuse? Parce que quand on vous accuse, on vous reproche des choses avec des preuves. Mais comment ça se fait qu'on vous demande d'apporter vous-même la preuve de votre innocence? Est-ce à dire que les preuves disponibles ne sont pas suffisantes? Ce sont des suppositions ou des présomptions. Ça pose un problème. Ensuite également, pour que l'action soit équitable, il faut qu'elle se passe dans des délais raisonnables. Vous ne pouvez pas être là, vous avez des poursuites suspendues au-dessus de votre tête pendant par exemple tout un mandat, ou pendant toute une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Vous ne savez pas à quelle chose vous allez être mangé. Ça pose un problème. Donc ça fait partie de la bonne justice, de la justice équitable, que les personnes soient jugées dans des délais raisonnables. Que l'action ne s'étire pas indéfiniment. Il faut aussi qu'il y ait des tribunaux et des juges impartiaux. Il faut que, dans l'accomplissement de leur mission, que même aussi bien dans les apparences, que le juge donne l'impression d'être en équidistance à la fois de l'accusation et des accusés. Mais quand le juge donne l'impression lui-même d'être aligné sur l'accusation, ça pose un problème.
il y a un problème de partialité, on pourra dire. Il faut enfin ainsi que la justice soit indépendante. Parce que l'impartialité, c'est à l'égard des partis. C'est le juge qui est indépendant des partis. C'est ça qu'on appelle l'impartialité. Lorsqu'il est indépendant du pouvoir, c'est ça l'indépendance du juge. L'indépendance concerne le pouvoir. L'impartialité concerne les partis. Le juge doit être indépendant du pouvoir. Et sur ce plan, dans nos pays africains, pas seulement du Sénégal, nous avons quand même des problèmes, nous avons des remises en cause à faire. Est-ce qu'il faut organiser autrement la carrière des magistrats? Est-ce que l'exécutif doit tenir leur carrière? Donc, il faut qu'on revoie un peu le schéma d'organisation de la magistrature dans nos pays, pour qu'on puisse avoir des juges indépendants, mais sans aussi verser dans la République des juges. Parce que ça aussi, ça ne peut pas marcher aussi chez nous. Et enfin, il faut que le tribunal, après indépendant, soit un tribunal établi par la loi. Quand on vous dit vous devez être jugé par telle juridiction, en vertu de la loi, il ne faut pas qu'on vous amène dans une autre juridiction différente. Par exemple, lorsque la constitution du pays dit que si vous êtes membre du gouvernement, vous commettez des faits susceptibles d'être pénalement qualifiés, vous devez être poursuivi devant la haute cour de justice. Est-ce qu'on peut vous amener devant une autre juridiction qui n'est pas celle-là? Donc, voilà un peu aussi des problèmes qui se posent et qui font que la forme actuelle de reddition des comptes est devenue discutable et a suscité beaucoup de controverses, à juste titre. Ce que je voulais simplement dire, parce que je parle depuis un bon moment, c'est que retenons que la reddition des comptes est une idée qui est acceptée, qui est souhaitée, qui est partagée par tous. Mais ces modalités actuelles sont discutées et controversées. Tout le monde est d'accord pour rendre compte après avoir exercé des charges, mais rendre compte, c'est être audité, c'est recevoir la visite de corps de contrôle qui font des rapports, qui disent voilà telle ou telle insuffisance dans votre action, voilà telle ou telle faute, voilà telle ou telle infraction. Sur la base de ce rapport, on peut transmettre à la justice et vous poursuivre. Au moins, on a une base de travail qui peut être discutée. Mais lorsqu'on dit que vous devez rendre compte et qu'on ne fait pas référence à votre action en tant que responsable, vous vous rendez compte de quoi alors? C'est un problème. Donc, la première condition d'une reddition des comptes équitable, c'est qu'on parte d'abord du travail qui a été mené par la personne et de l'analyse qui en a été faite par les corps habilités à le faire et outillés pour cela. À partir du moment, il y a une base de travail, on peut discuter. Mais si on va chercher des bases de travail ailleurs, en dehors du travail, on vous le reproche. On n'est plus dans la reddition des comptes, on est peut-être un peu proche de ce que certains appellent le règlement des comptes. Voilà où je voulais m'arrêter, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer au panéliste suivant, le professeur Meïssa Babou, qui va introduire la problématique du développement en Afrique, cas du Sénégal. Voilà, merci Lamine. Permettez-moi de saluer mes amis. Pathé est toujours égal à lui-même. Se croise partout sur les plateaux, mais bon, chaque fois que je le vois, je ne suis pas stressé. Parce que je sais que lui, c'est un homme entier et un grand monsieur de la presse sénégalaise. Monsieur Kane, Maître Kane. Maître Kane, je crois qu'on vous doit beaucoup. Nous autres citoyens, simplement sénégalais, non juristes, qui n'avaient rien compris. Je dis bien n'avaient rien compris. On a maintenant tout compris
depuis 3-4 mois, et à travers lui, son organisation, la RADDHO. Et je crois qu'on vous doit beaucoup. Vous avez éclairé un peu les Sénégalais sur ce qui n'était même pas un problème, parce que tout le monde avait compris et que quand même la CREI, c'est une chasse aux sorcières. Féliciter Lamine, Madame Ba, les organisations de ce forum. Je disais tout à l'heure à Madame Ba que ce sont de belles initiatives. Je crois que le creuset de la formation des partis politiques, c'est ça. C'est quand même... Parce que nous vivons aussi dans un pays, le Sénégal, c'est un pays extrêmement neuf, parce que chaque semaine, il se passe quelque chose. Et donc, vous avez tellement de thèmes à débattre pour la formation de tout le monde, parce que les gens se débrouillent tout seuls pour aller sur les plateaux et défendre leur parti tout seul. Et ça, c'est pas normal. Il faut des axes, il faut informer, il faut être dans une, en tout cas, dans un niveau pour pouvoir quand même convaincre et ne pas faire un débat de politiciens souvent, bon, que invective, quoi. Voilà, moi je suis de Mbacké, je serai prêt à vous accueillir, il faut décentraliser, et je serai prêt aussi à vous accompagner partout. Et saluer bien sûr l'ensemble de ceux qui ce soir, à travers le secrétaire aujourd'hui, voilà, national. Je vois l'ambassadeur, mon ami, on a fait école à l'université ensemble. En fait, je voudrais vous féliciter parce que c'est difficile, mais vous êtes encore là, debout, et donc bravo à tout le monde. Alors moi j'ai dit à Lamine, c'était pas la peine. Je ne suis pas prêt à parler du PSE. À mon avis, c'est pas quand même le plus important, parce que nous sommes pas très loin. Quand on en parle, on n'a même pas besoin de 2 minutes pour en fait dire ce qu'on pense. Donc je lui avais demandé simplement de me laisser un peu développer sur les problématiques fondamentales. J'ai écouté tout à l'heure un film de Maître Wade. Il disait effectivement que si on ne s'organise pas, si on ne modélise pas, on va disparaître. C'est donc franchement là la grande problématique. Quand j'étais là tout à l'heure, quand je l'ai entendu, j'ai dit, est-ce que le vieux a lu mon texte là, ou bien c'est moi qui ai entendu le vieux parler avant de venir. En fait, pour attaquer, c'est très difficile, c'est très facile. L'attaque, c'est simplement de constater aujourd'hui la fin des modèles hégémoniques, parce que le marxisme et le libéralisme sauvage et qui ont fait fureur ont aujourd'hui disparu en 2007-2008. Si l'État américain n'était pas intervenu, les Big Three, comme on les appelle, et les États-Unis eux-mêmes seraient tombés dans l'hécatombe. On avait même à un certain moment évoqué la possibilité de retomber dans la crise de 1929. Et donc il a fallu ce qui n'était pas prévu, parce que c'est un système d'autorégulation, c'est-à-dire qu'on laisse le marché quand même, voilà, avec quelques secousses. Normalement ça doit se régler tout seul, mais il a fallu l'intervention du président américain avec l'aide de la Chine, qui a donné plus de 2000 milliards de dollars aux Américains pour racheter et racheter et racheter, pour quand même remettre de l'ordre. Et ça, ce n'est pas du libéralisme pur, ça, ce n'est pas prévu par le système. Il faut lui donner un autre nom. C'est la preuve donc que non seulement ces systèmes ont disparu, mais le résultat aujourd'hui c'est quoi? C'est que le fossé s'agrandit, la pauvreté s'agrandit, on nous a tellement mis dans ces modèles que nous sommes finalement perdus. Et donc, je crois que je vais me permettre d'introduire par une double observation. La première, c'est quand même une perte de repère. Je peux l'appeler comme ça, et je vais emprunter à un de mes professeurs une citation. Cette perte de repère, il dit: quand le passé perd son rôle de garant d'un avenir maîtrisé et que le présent est vilipendé comme fauteur de myopie, il faut désapprendre le passé et reconstruire une architecture stratégique en développant une vision stratégique. Le passé ne sert à rien, il ne sert à rien de se rappeler un passé qui nous a mis dans le chaos total, et malheureusement ce présent est frappé de myopie, et cette myopie sera ma deuxième observation, c'est que les élites africaines, bien sûr,
à l'exception de Maître Wade. Si je le dis, les gens... Parce qu'en fait, quand je parle aux étudiants, je leur dis, ils me disent souvent, mais monsieur, tu vas dire non, je dis non, attendez, moi j'ai été à l'école, de l'économie, on m'a tellement gavé de théorie, jusqu'en 2002, quand le vieux est venu, et comme tout le monde, malgré nos diplômes en économie, on croyait tous que cette fatalité-là, que oui, nous sommes un pays pauvre, sans pétrole, vraiment, on ne peut même pas avoir une route, j'y croyais. Et j'étais économiste. Je croyais que le Sénégal ne méritait que le pont 92, là, qu'on est en train de démolir là. Très franchement, je n'avais jamais cru, malgré mes diplômes, qu'on était capable d'avoir au Sénégal ce que je voyais au cinéma, des ponts, des tunnels et une autoroute à péage. Je n'ai jamais cru à ça. Très franchement, c'est aujourd'hui, après le passage de Maître Wade, que j'ai compris que l'impossible n'existe pas. Il faut le vouloir pour le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et je crois que ces leçons de Maître Wade, de Thabo Mbeki, les jeunes générations de présidents ne l'ont pas maîtrisé. Et c'est ma deuxième observation, qu'il y a l'utopie des élites africaines, avec une absence totale de vision. Parce que c'est des gens, en fait, souvent, qui valent entre des programmes qu'on leur impose. Et quand on vous impose un programme, vous n'êtes pas, en fait, dans votre assiette socio-culturelle. Parce qu'on ne peut pas engager un développement si on n'a pas ces repères historiques-là. Et donc, je crois que nous imposer un modèle de développement, c'est davantage nous perdre. Et je crois que nous risquons de retomber dans les 40 ans entre qui séparent notre indépendance et l'arrivée de Maître Wade. Je me suis amusé tout à l'heure à faire un petit calcul. Si je dis que presque ces 40 ans, presque de rien du tout, ça nous fait 14 600 jours de perdu. Si seulement c'était 1000 francs par jour, ce serait 14 600 pour moi. Donc, 40 ans de rien du tout, 40 ans de fatalisme. Comme si, écoutez, si le Japon avait dit j'ai reçu 2 bombes là, et au Japon il n'y a pas de matière première, et la terre tremble là-bas, avec 2 bombes sur un petit pays, ce fatalisme-là aurait aujourd'hui conduit le Japon à moins que le Sénégal. Et pourtant, en quelques années, le Japon s'est relevé. Et donc, je crois que cette posture, en tout cas, de nos élites africaines, doit être décriée. Sinon, on donnera toujours raison à Axel Kabou, qui a toujours dit que c'est l'Afrique qui refuse le développement. Je vais, dans un développement très succinctement, évoquer quelques questionnements. Vous avez, le premier point, c'est l'environnement et la bonne gouvernance. Mes amis qui m'ont précédé l'ont dit. Et je crois que, quelque part, l'économie a besoin de paix et de sécurité. Mais la paix et la sécurité, c'est un ensemble législatif, mais c'est aussi parmi cette sécurité-là, un modèle en tout cas juridique qui met en confiance l'investisseur. Parce que si on fait de la CREI aujourd'hui, deuxième CREI à l'alternance qui va venir, mais un investisseur va se dire que moi si je vais au Sénégal, s'il y a alternance, on va me dire que tu étais l'ami du président ou bien l'ami du fils du président. Donc je crois que ce sont des choses qui n'apaisent pas. En plus de maintenant, un constat qui commence à m'inquiéter, ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Vous savez, quand on met dans la législation, au lieu de faire un appel d'offres, très souvent on dit offre spontanée. Voilà, ça facilite un peu une connexion entre un investisseur étranger et quelqu'un du pouvoir et qui est proche du pouvoir. Offre spontanée ne passe pas par appel d'offres. Tu viens avec tout ce que tu veux, tu décides de oui, moi je peux faire autre à El Touba. On te dit non, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est une offre spontanée. Ça facilite un peu des conflits d'intérêts parce qu'on ne sait pas maintenant en retour ce que l'autre va gagner dans ça. Bref, une économie en tout cas a besoin d'une bonne gouvernance, mais aussi d'un environnement que je qualifie de doing business. C'est en fait la connotation d'un environnement qui permet quand même à l'entreprise de se mouvoir. L'entreprise a besoin
de milieu sain juridiquement, mais aussi que les règles établies comme les réformes soient très claires. Mais l'entreprise aussi, c'est la problématique du coût de revient. Si l'électricité coûte cher, si l'eau coûte cher, si le travail sénégalais, parce que nous sommes aussi parmi les salaires les plus chers de la sous-région, bref, un doing business qui ne favorise pas l'attractivité de notre pays. Et Lagarde l'a dit récemment, nous sommes à 2% d'investissement étranger, là où la moyenne africaine tourne autour de 7 à 9%. Ça veut dire que donc le Sénégal est un espace à refaire. C'est un espace à refaire pour quand même permettre aux autres de nous préférer par rapport à notre concurrent aujourd'hui très proche. Au-delà du Maghreb qui est très loin, il y a maintenant le Burkina Faso qui commence à s'élever, il y a même le Tchad qui commence à s'élever, la Côte d'Ivoire n'en parlons pas. Donc je crois qu'il nous faut offrir plus et faire moins peur aux autres pour qu'ils puissent quand même adorer notre cher Sénégal. Ceci donc sur le plan de l'environnement, mais sur le plan maintenant du financement de l'économie, vous serez étonné quand on vous dit que l'économie sénégalaise est financée à 12%. C'est-à-dire que donc 88% des investissements dans une entreprise sont le fait du gars lui-même. Ses parents, ses amis, les tontines, l'héritage. 88% de financement. L'entreprise sénégalaise, les Sénégalais ont peur de la banque. 12% seulement de couverture de financement parce que les taux sont élevés, parce que les agios coûtent trop cher. Et aujourd'hui, avec le 8 mars, je crois que les femmes, moi j'étais à Diourbel dans une conférence avec des femmes où j'ai traité du thème de l'autonomisation des femmes. Mais ce sont ces microfinances qui tuent nos femmes, nos braves femmes, parce qu'à 26%, le taux est accepté. Le taux d'usure, je crois, commence entre 27 et 28%. Comment on peut permettre à des microfinances de prêter à des femmes l'équivalent d'1 million remboursable en un an? C'est-à-dire que donc chaque mois tu dois donner 100 000 francs. 100 000 francs que je rembourse, 50 000 francs d'une location et peut-être 50 000 francs de salaire d'une bonne que j'ai prise pour mon travail et moi-même. Ça me fait que je dois travailler au bas mot 200 à 250 000 francs par mois pour m'en sortir. C'est impossible. C'est impossible. Donc la problématique du financement, mais au niveau le plus élevé, ce problème a été posé même sur le magistère de Maître Wade. Parce qu'il s'agit beaucoup plus quand même de la politique monétaire et non simplement de taux. La politique monétaire des États-Unis, c'est que le taux directeur est à 0. Et quand ce taux est à 0, les banques prêtent à 2% et tout le monde prend du crédit. L'Europe est en train de le faire. Non seulement on l'a mis presque à 0 le taux directeur européen, mais les banques sont punies. Quand une banque a de l'argent qu'elle épargne, elle perd 0,5% de cet argent. Il y a moins 0,5 pour pousser quand même les institutions financières à donner l'argent aux entreprises, aux consommateurs. Quand nous, on n'a pas d'argent pour consommer, mais l'économie est plombée. Quand les entreprises n'ont pas d'argent pour investir, mais il n'y aura pas de croissance économique et il n'y aura pas d'emploi. Il nous faut, je crois que Maître Wade avait posé la problématique même des fonds qui sont en France, ce sont ces fameux dépôts. Moi je vais plus loin, je dis que ça soit franc CFAO ou franc n'importe quoi, moi ce que je veux, c'est qu'on soit autonome pour avoir une politique monétaire à 0 taux directeur comme en France, à 0 taux directeur comme aux États-Unis, pour qu'on nous prête à 3% et à 4%. Ou alors, une dernière proposition qui serait de mettre en place une banque nationale de développement, BND. Non, je ne dis pas une banque nationale de développement du Sénégal où les privés ont 80% et ce sera donc une banque privée. Il y a de nom de national que peut-être les 10 ou 15% de l'État. Non, je parle d'une banque nationale de développement. Mais une banque c'est quoi? Quel est le capital d'une banque qu'on ouvre? L'État du Sénégal et n'importe quel État peut sortir de sa poche 100 milliards et le mettre dans une banque autonome pour simplement éviter les conditions assez draconiennes que nous imposent quand même ces institutions financières. Ne fût-ce qu'enlever les hypothèques lourdes qui plombent peut-être souvent le financement de certaines entreprises. Bref, une banque nationale qui serait en tout cas le contre-pouvoir de ces banques classiques
quand ces banques-là se mettent à 12-13%, mais une banque nationale a le droit de se mettre à 2-3%, tout le monde emprunte, tout le monde rembourse. Quand vous avez un projet porteur, même quand vous êtes un étudiant, vous allez là-bas, vous déposez votre projet. L'État dit, moi, je mets ma garantie simplement. Tu empruntes, tu travailles, tu rembourses, c'est tout. Hein? Quand bien même, souvent, on n'a jamais confiance aux nègres, mais quand même, il faut quand même nous faire confiance. Le monde a changé. Ensuite, après ce point de financement, je voudrais parler d'un modèle économique de développement. Aujourd'hui, il y a un concept, le modèle inclusif, mais inclusif si c'est seulement c'est possible. Mais je le voudrais et inclusif et autonome. Parce que là, il y a souvent un petit détail pour quand même qu'on puisse valoriser les ressources locales avant qu'on ne les exporte. Moi, récemment, j'ai vu, en fait, d'abord de quoi il s'agit. Le modèle inclusif, c'est par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Vous imaginez si on avait la capacité, ou bien prenons le cas de l'arachide, c'est plus facile. Vous prenez l'arachide de chez nous, vous allez voir le forgeron de chez nous, donc l'artisan. Il vous fait une petite machine que vous appuyez de façon artisanale, l'huile sort et vous avez de l'huile que vous vendez au marché à 500 francs. C'est par nous-mêmes et ce sera pour nous-mêmes. Ce modèle est inclusif, certes, mais souvent nous sommes dans une dimension de technologie assez limitée. Mais il n'est pas interdit d'importer une petite technologie pour quand même continuer quand même ce modèle, mais il faut qu'il soit autonome. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas un modèle de matière première, un modèle de processus de production assez long, etc. etc. J'avais dit quelque part que si on mettait un modèle de tapalapa dans chaque coin de Dakar, après-demain, les boulangeries ne vont à 50 francs, le pain, bien sûr, à 50 francs, parce que tu dis, le modèle inclusif, c'est pour quand même le prix. Parce que ce n'est pas de la grande qualité de supermarché. C'est un modèle pour les 70% de pauvres, pour les 70% de gorgorlous sénégalais. Et c'est à cela qu'il faut offrir un modèle pour qu'ils puissent accéder à tous les produits avec peut-être une qualité moyenne, pas du tout supérieure, mais quand même qu'on soit à l'abri de la pauvreté. Je crois qu'on n'a pas besoin quand même d'être dans le top modèle. Mais ce qu'il faut éviter, parce que c'est en fait ça qui a perdu l'Afrique, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre nos matières premières et les amener. J'ai tiqué il y a quelques mois quand j'ai entendu un ministre de l'Agriculture dire que j'ai négocié avec les Chinois pour l'arachide du Sénégal. J'ai dit non, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Il faut absolument mettre un terme à l'exportation de nos matières brutes. Il faut soit mettre une taxe de valorisation, c'est-à-dire que si ça coûte 100 francs, pour l'amener, tu vas payer 400 francs sur le kilogramme. Une taxe de valorisation, si ce n'est pas valorisé, si c'est valorisé à moitié, pourquoi ne pas casser la graine ici à Dakar avant de l'exporter? Au moins nous serons au quart fini du produit, mais prendre une graine d'arachide et l'amener pour le transformer sans aucune valorisation intermédiaire. C'est pourquoi on nous dit que l'Afrique dans le commerce mondial est à 2%. Non, nous ne sommes pas à 2%. Nous sommes à 2% parce que c'est valorisé à 100 francs. Mais ce qu'on amène comme matière première, si seulement le quart était valorisé avant d'être exporté, nous serons au moins au tiers de ce commerce mondial. Parce que nous sommes la base nourricière de l'économie mondiale. C'est notre bois, c'est notre pétrole, c'est notre manganèse, c'est notre zinc, c'est notre or. Donc l'Afrique n'est pas seulement à 2%. Je crois que donc, il nous faut un modèle pour valoriser tout ce que nous avons sur place par rapport en tout cas à notre dimension technologique. Si on ne peut pas tout faire, regardez un tronc d'arbre que vous coupez au Gabon, vous le mettez sur un bateau pour aller faire des planches en Suisse. Pourquoi? Alors, faire des planches, c'est facile. Si on avait déjà fait les planches sur place, on peut leur demander maintenant d'aller gratter là-bas. Au moins, on aura fait la moitié du travail et on aurait gagné la moitié de la valeur ajoutée du bois qui va revenir. C'est de cela qu'il s'agit. Mais fermer les yeux et leur donner la matière première brute, je crois que ça fait partie de ce qui plombe notre développement. Lamine, je vais aller très vite. Je vais terminer par peut-être une insertion de notre économie dans une chaîne de valeur mondiale. Parce que nous n'avons pas peut-être la capacité, d'abord, de tout faire. Faire de l'huile, on a de l'arachide, on n'a pas les machines. Nous sommes bloqués. Même pour faire du pain, on n'a ni la farine, ni les machines. On n'a que
peut-être le personnel pour faire la farine. Mais nous sommes aujourd'hui dans une dimension, dans un processus de production mondial. C'est-à-dire qu'une voiture n'est jamais plus fabriquée en France. C'est le quart qui est fabriqué en France, un quart en Égypte, un quart de la voiture en Inde et peut-être un quart au Sénégal. C'est exactement ce petit modèle-là que peut-être Maître Wade a voulu mettre en place à Thiès à partir des Tata. C'est-à-dire qu'au lieu de nous importer une voiture brute, on leur dit au moins la première phase, fabriquer les Tata là, fabriquer le Tata à 90%, où vous voulez. Mais venez au moins terminer les 10% chez nous. Et si vous terminez les 10% chez nous, nous avons les 10% de valeur ajoutée. Parce qu'il y a des Sénégalais qui ont travaillé et ces Tata, dans les prix de ces Tata-là. Je crois qu'il y a donc des modèles, on peut entrer sans être très fort, on peut regarder ces genres de processus de production et entrer dans la chaîne pour leur dire que nous sommes peut-être faibles en technologie en cela, mais au moins nous pouvons entrer par cette porte-là. Donc, si on avait suivi encore ce modèle de Thiès-là, 5 ans après, et on change le contrat, on va dire désormais à Tata qu'on ne va plus prendre les 10%, maintenant on va prendre les 20%. En quoi faisant? Maintenant la tôle, le truc là, ça c'est du zinc simplement, où vous l'amenez et vous le fabriquez au Sénégal. Désormais vous allez amener seulement le moteur et tout le reste, parce que c'est des détails le reste. Quand les États-Unis ont voulu freiner le développement des Japonais et des Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ce qu'on appelle un dumping économique. Mais les Japonais n'ont rien dit. Ils fabriquent une voiture jusqu'à ce qu'il ne reste que monter les deux lumières. Ils l'amènent aux États-Unis. Mais la voiture n'est pas encore terminée. Il reste les lumières. Ils mettent un atelier de fabrication de la voiture aux États-Unis. Ils font entrer la voiture, qui n'est pas finie. Ils mettent les lumières et ils sortent et ils mettent Made in États-Unis. Et ils ne paient pas de taxes. Ils contournent comme ça, en fait, ces blocages qui sont souvent hostiles un peu à certains grands groupes très forts. Je veux donc qu'on puisse, en tant qu'Africains, regarder ce qui est convenu d'appeler ces chaînes de valeur mondiale là, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Une production, c'est un très très long processus. Regardez l'agriculture. Hein? C'est ce qui a plombé un peu ce que je crois. Les anciennes stratégies, je peux prendre l'exemple de la Guana. Il ne fallait pas s'arrêter à la production. C'était une erreur stratégique. Ça ne s'arrête pas à la production. Je dis à mes étudiants, faire du poulet ne s'arrête pas à un poulet qui est gros grand que vous tuez. Si vous le tuez, que vous vendez comme ça, vous allez le vendre à 2500 ou bien à 2300 francs. Il faut le tuer, déplumer, le laver, le couper, l'habiller, le mettre en emballage et le vendre à 4000 francs. Plus vous valorisez, chaque geste de plus donne de la valeur à la chose. Mais quand des oignons sont sortis, tout le monde sait de terre, tout le monde sait que ça c'est de l'eau, c'est pas encore des oignons. Vous le mettez dans un camion de 20 tonnes. Arrivé à Touba, les gosses croient que c'est un camion d'eau. On va dire, grand, l'eau coule là, ça ne alors que c'est pas de l'eau, c'est des oignons. Il fallait les stocker, les sécher, etc. Le processus de production est tellement long que je crois que dans nos stratégies, une chose, c'est que la chaîne de valeur n'a pas été très bien pensée. Deuxièmement, même l'interaction entre les segments stratégiques n'ont pas été très bien valorisés. Imaginez, moi j'ai été au Fouta, à côté de Matam, Wurosogi, je crois que c'est comme ça. J'ai amené mes étudiants qui font projet là-bas. On visitait les CIPA, en fait il y a quelques trucs qui sont là-bas. Les gosses m'ont dit, on a 10 hectares de gombo. Si on fait les 10 hectares, ben, je dis, mais pourquoi vous cultivez que le quart là? Michel, si on fait les 10 hectares, il n'y a que 2 commerçants qui viennent de Touba. S'ils nous prennent un camion, ils ne reviendront pas. J'ai dit pourquoi? Mais ils paient 300 à 400 000 francs le camion pour amener ça de trucs à Touba. Mais comment peut-on s'en sortir en mettant 300 000 francs de carburant de dépense d'un produit comme la khal là, qui ne coûte rien et qui peut pourrir à n'importe quel. Donc, il y a une interaction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, de l'agriculture qu'on va développer, l'autosuffisance, en oubliant quand même que, voilà, il y a un volet routier, il y a un volet désenclavement, le côté transport, toute une logistique en fait, qui doit accompagner les choses là. Globalement,
je voulais apporter cette petite contribution aujourd'hui de façon globale. Et j'ai dit à Lamine, maintenant des thématiques plus sectaires, plus sectorielles pourront être développées la prochaine fois. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Je pense que nous allons donner la parole à l'assistance, mais répondre un peu au professeur Babou. Le parti a de grands intellectuels. Et je pense que nous en avons discuté et la prochaine fois, nous avions décidé d'inviter Oumar Sarr, coordonnateur du parti, qui est un grand intellectuel, et que nous continuerons sur la même lancée, valoriser le potentiel du parti, parce qu'il y en a des anciens ministres d'État, des députés. Nous avons dans la salle un ami, une référence dans le parti, qui a été au niveau de l'Assemblée nationale, qui a été félicité par ses pairs. Je veux nommer M. Doudou Wade, qui est là. Je pense que, comme nous l'avons énoncé dans le manifeste, ce forum n'est pas un mouvement, n'est pas un courant. Nous essayons, tant mieux que mal, d'inciter la réflexion au niveau du parti. Parce que nous avons compris que depuis 2 ans, le régime en place n'a qu'une stratégie, nous empêcher de réfléchir. Parce que si nous réfléchissons, nous ne ferons pas 4 jours avec Macky Sall au Sénégal. Les Sénégalais nous écoutent, nous prêtent l'oreille. C'est pourquoi, monsieur le coordinateur, ce forum regorge d'imminentes personnalités, d'intellectuels et de cadres. D'ailleurs, autour de cette table, il y a des banquiers, des économistes, des financiers qui sont là, qui sont chargés d'être les rapporteurs généraux de ce panel. Et nous comptons aujourd'hui, après avoir écouté nos chers panélistes, apporter une réplique les jours à venir par des publications qui seront le condensé de la réflexion qui, quand même, partira d'ici. Excusez-moi, j'avais oublié, parce que je viens de remarquer la présence du professeur Malick Ndiaye. Je voudrais le saluer et quand même l'encourager parce que je sais que c'est un homme courageux. Voilà. Merci le professeur, vous m'avez marché sur la langue. D'ailleurs, après les membres du parti, j'allais remercier le professeur Malick Ndiaye qui est un ami. Très honnêtement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai connu en France pour se battre pour les intérêts de ce pays. Et depuis lors, nous avons d'excellentes relations. Je suis membre de son réseau, Comité des intellectuels du Sénégal. Nous partageons des combats. Je pense que l'avenir nous dira plus. Monsieur le professeur, encore une fois, merci. Et merci à tous les membres qui sont dans cette salle. Je voudrais également remercier M. Abdoul Ahad Ndiaye, qui est le responsable des jeunes de Bokk Gis Gis, qui est venu également participer à cette rencontre. Je voudrais également remercier M. Abdourahmane Diallo, qui est également là en tant qu'instructeur, qui nous a demandé de prendre la parole. Mais je voudrais, par courtoisie, je ne sais pas comment le dire, donner d'abord la parole au professeur Malick Ndiaye, qui n'a pas pu faire partie des panélistes. Et avant de donner la parole à l'assistance, de remettre la parole au coordinateur national du parti. Parce que nous sommes là pour donner notre contribution. Il est brave, il tient le parti, il fait de son mieux, mais nous devons de nous mettre derrière lui, de le soutenir, de l'assister et de l'aider. Monsieur le secrétaire, coordinateur national, je pense que ça, vous pouvez avoir toute la tranquillité d'esprit. Nous sommes décidés à travailler, à vous accompagner. Nous avons 2 types d'activités. Nous avons des journées de solidarité libérale qui seront de grands rendez-vous, des réunions publiques d'information, des colloques, des séminaires, des journées de formation, mais aussi des journées de partage avec les femmes. On a des types d'actions à mettre en œuvre les jours à venir et nous allons le faire sur la base d'une nouvelle forme de solidarité militante. Nous nous sommes cotisés nous-mêmes pour prendre en charge cette manifestation-là. Et sur ce, nous invitons tout le monde, qu'il peut le faire, de donner un geste de solidarité pour aider le forum et continuer à travers les autres structures du parti à ne pas attendre qu'on trouve des moyens pour le faire. Nous ne sommes plus au parti au pouvoir, nous sommes dans l'opposition,
nous devons être ingénieux, être capables de nous donner les moyens du combat que nous voulons faire. Sans trop tarder, je vais donner la parole à mon ami et professeur Malik Ndiaye. Alors, merci beaucoup Lamine, et évidemment je salue mon camarade de combat ça ne nous rajeunit pas, hein, Omar, hein. Et, hein, fait beaucoup, hein. Alors, je crois que c'est depuis 73, 74. Lamine, donc, merci. Alors, je signale que Lamine et moi, nous sommes dans le même groupe des intellectuels, hein, et qu'on se réunit régulièrement à l'université, dans le comité des intellectuels. Et donc, je voudrais simplement délivrer un message. Évidemment, j'ai une pensée tout à fait amicale pour le président Wade. Tout le monde sait l'estime que j'ai pour celui dont le professeur Hamid Doudia a dit qu'il était le dernier président historique vivant d'Afrique, ce qui est exact. C'est vraiment très important, parce que je voudrais vraiment que les Sénégalais dépolitisent la question Maître Wade. Je veux dire par là que si vous relisez les actes du premier congrès des intellectuels écrivains noirs en 1956 à Paris, mais vous avez encore ce vieux bonhomme-là, n'est-ce pas? Vous avez Senghor, vous avez Wade, vous avez Cheikh Anta. Vous voyez, donc je crois qu'il faut qu'on ramène un peu les choses. Alors, j'imagine que nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça, mais il faut que, par exemple, le fait de dire, tout à l'heure on l'a vu dans le film de M. Ndiaye, PAI, je salue aussi, c'est-à-dire le fait que l'Afrique doive réexaminer la gouvernance mondiale. Mais on y est. On y est. Il faut revoir la gouvernance mondiale. Mais la gouvernance mondiale, c'est à tous les niveaux qu'il faut la revoir. Mais pour ça, sommes-nous prêts? C'est ça l'équation qui est posée. Alors, je voudrais très rapidement, en guise de contribution du comité des intellectuels, qui donc remercie vraiment Lamine de nous avoir permis de participer à ce renouveau des idées. Parce qu'il y a un phénomène de crétinisme qui se développe aujourd'hui dans beaucoup de partis politiques. Ça consiste à avoir peur de discuter. Moi, je vous assure que je suis de très près, mais ça fait... Omar est là. Les gens ne veulent plus discuter, les partis prennent peur. Là, je crois que c'est un bel exemple et il faudrait inviter tous les partis, y compris ceux du pouvoir, de ceci, de cela, à ouvrir les vannes. Alors, ma contribution, c'est simplement de dire que les alternances sont en train d'échouer. Je parle notamment des deux dernières. Elles sont en train d'échouer. Je ne dis pas ça uniquement pour la deuxième, je dis ça également pour celle qui précède. Elles sont en train d'échouer. Pourquoi? Parce que la crise essentielle qui fait que nous avons un problème, c'est celle de l'autorité. Le 23 juin, c'est la question de l'autorité. L'envoi des djambars au Yémen, c'est le même problème. C'est-à-dire, je serai le président Wade au mois de juin, j'aurais consulté, outre les rapports de police, etc., la rue, les jeunes, etc., mais j'aurais appelé les responsables des partis politiques, notamment à l'Assemblée, et je leur ai dit, écoutez, j'ai un problème, qu'en pensez-vous? S'il y avait eu un accord, mais il y aurait eu un débat entre des responsables désignés par notre peuple, avec la même légitimité, et ensuite l'Assemblée nationale aurait sans doute été saisie et aurait discuté
Et le peuple n'aurait pas eu. Alors, c'est le même problème concernant cette histoire des djambars. Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité ni la légalité, l'intention de Maître Wade le 23 juin. Il en avait la prérogative. Monsieur Macky Sall a la même prérogative. Mais dans les deux cas, la crise d'autorité, elle s'approfondit. Et c'est pour ça que je souhaite que sur les djambars, et dans les meilleurs délais, que le président Macky Sall appelle le chef de l'opposition, ou à moins d'aller le voir pour discuter. Parce que cette méthode-là, c'est ça la méthode pour résoudre le problème de l'autorité d'une décision. L'autorité, c'est quoi? Pourquoi vous et moi, quand nous devons aller à Touba, personne ne nous lance de carte d'invitation, nous y allons tout seuls. Quand on charge tous ces cartes pour aller à Touba, tu vois, est-ce qu'on ne nous demande pas? Souvent, on ne nous dit même pas, c'est nous-mêmes qui y allons. C'est ça le rapport d'autorité. On aime l'autorité, on va vers l'autorité. Simplement parce qu'on est persuadé que l'autorité nous respecte, nous associe, etc. C'était aussi la méthode, ceux qui travaillent beaucoup sur cette question le savent, c'est la méthode, disons, du shura, c'est-à-dire la consultation avant. Avant, on consulte les gens avant. Même si après, on peut prendre la décision, que ce soit dans le cadre du 23 juin. Donc, je crois que la crise d'autorité, c'est elle. C'est sur elle que les deux alternances sont en train d'échouer. Et donc, alors, un autre problème, évidemment, c'est la question de Karim Wade. C'est évident. Moi, je l'ai écrit dans un ouvrage, je n'ai pas à revenir là-dessus. Ce garçon-là, il faut le tirer de là où il est. Il faut que les gens en discutent. Il aurait fallu utiliser, non pas les méthodes que je juge légales, mais elles ne sont pas adaptées du droit napoléonien. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Ça ne marche pas ici. Il aurait fallu en parler, en discuter entre les gens qui savent. Y compris, à un moment donné, les intellectuels en ont même appelé à tous les marabouts de la terre, à tous les chefs religieux, coutumiers, etc., etc. C'est parce que l'autorité, c'est pas la loi, c'est pas le règlement. Alors, il y a une confusion dans ce pays entre autorité et pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Mais c'est le gendarme. Tu me dis, ah Jean-Yves, c'est à Kaïssa. Et puis, blanc. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le gendarme, le policier, l'huissier, le voyou qui vient brûler ma maison, etc. Ça, c'est la fonction de pouvoir. Un pays, ça ne marche pas. Une fois que vous avez investi les rues avec vos forces de l'ordre, vous avez quoi? Vous avez le pouvoir. Mais l'État, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'autorité. C'est ça la crise qu'il y a hier et aujourd'hui. Donc moi, vraiment, j'aimerais bien que qu'on arrête les passages en force. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il y a beaucoup trop de passages en force. Et celui qui fait les passages en force montre sa force. Mais nous, ce que nous aimons, c'est l'autorité qu'il faut rétablir. Ça faut que tous les gouvernants d'hier et de demain le sachent. Ça n'impressionne personne, le pouvoir. Le tribunal qu'on utilise pour solder, comme dit Maître, ça c'est toujours le pouvoir. C'est la problématique du pouvoir qui est en train de nous tuer. Les pouvoirs, ça ne développe rien. Maintenant, prenez le PSE. Mais c'est le PSE qui a besoin de l'autorité. Mais si vous passez en force en disant « je suis le pouvoir », mais vous allez simplement dans le mur. Pourquoi? Parce que les variables qu'on appelle en économie, je crois, extra-économiques, c'est elles qui sont essentielles. Ce n'est pas l'investissement, mais c'est le moral de la nation qui va produire. Et donc, c'est l'entente entre nous, le consensus, les équilibres. Mais c'est comme ça que tous les pouvoirs qui ont duré et duré et duré ont fonctionné. Shura, consensus, équilibre, dissous.
Donc aujourd'hui, notre problème, c'est la crise de confiance. Je suggère que les discussions de ce genre aident à aller de plus en plus vers vers la résolution de la crise de confiance. Et ça veut dire que le renforcement de la crise de confiance va simplement creuser des trous et l'abîme sous les pieds de M. Macky Sall. C'est évident, comme hier et avant-hier, le même résultat. Alors, donc, la question du dialogue me semble devoir être discutée. Je souhaite, dans les meilleurs délais, que les instances de débat comme celle-là, ou d'autres à l'université, ou d'autres partis, du PDS, de l'APR, de ceci, de cela, en viennent à la question du dialogue. Maintenant, le dialogue, ce n'est pas de la faiblesse. Vraiment, c'est de l'inculture. Ou alors, vraiment, c'est de l'arriération mentale.